Donc, c'est la période des REER, en fait, qui est commencée. Beaucoup de gens ne sont pas habitués, ils attendent la dernière minute et autres. Puis moi, je ne suis pas. Mais là, ça m'est arrivé à quelques occasions. On calcule nos affaires, c'est-tu bon, pas bon. On fait ça vite. Des fois, on est mal préparé. Bon, il y a peut-être une autre façon de faire. Il y a peut-être des meilleures façons de faire. Puis je vais avoir quelqu'un avec moi pour en parler, justement. Vous l'avez rencontré l'automne dernier, Alexandre Richard, qui est conseiller en sécurité financière, partenaire pour le cabinet de services financiers Beneva, avec un numéro de permis qui est là, vous voyez, hein, c'est legit, là, à 261-420, et vous avez les liens. Et à l'instant, salutations. Alexandre, bienvenue. Salut Daniel, ça va bien? Ben oui, et grosse journée de travail, c'est l'année 2025 qui a recommencé, hein, beaucoup d'activités. Ouais, pas mal. Puis là, je viens de me remettre aussi de la fameuse gastro là, qui court ces Oh, temps-ci. Là. Fait que ça a été gros début de semaine. Fait que là, je suis top shape, tout va bien, mais on repart la machine. yes, ben, parle-moi de ça, super, bienvenue. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation aussi. Alors, contribution essentielle pour informer les gens. Alors, puis par transparence, je dois dire, je suis client avec Alexandre qui a des bons conseils personnellement. C'est bien correct. Puis j'aime bien ça, donc ça va bien, les portefeuilles vont bien. Ben, on est au début de l'année, justement. Et c'est pour monsieur et madame tout le monde. Nous sommes déjà au milieu de janvier, ça vient vite. Oui. Et là, je voulais faire un petit topo, justement, informer des gens, dans le fond, trois grandes catégories. Les REER, les CELI, qu'on entend beaucoup parler, puis beaucoup de gens mélangent tout ça ensemble. Et aussi, très important, ben, les fameuses assurances hypothécaires que les banques ils chargent si vous renouvelez l'hypothèque ou autre, ou renouveler, vous avez une nouvelle hypothèque, peu importe, ou ils vont tout le temps vous offrir des assurances hypothécaires ou sur des segments ou des marges, peu importe. Alors, ben, tout d'abord, vas-y, un petit mot là-dessus, les REER. On va commencer par le segment des REER et nous sommes le 15 janvier 2025. C'est quoi Oui, les dates d'abord pour les dates limites pour cotiser au REER? oui, tout à fait. En fait, même, j'avais partagé un petit document tantôt. Je ne sais pas si moi, je peux Oui, le partager. OK, parfait. je l'ai Euh, su. On va partager ça. super. Parfait. Je vais le Ça va mettre en long. même temps à côté de moi. Ben oui, pas de problème. Ouais, on arrive préparé quand même. Là. Non, non, c'est ça. En fait, c'est pour ce qui est des REER, ben, la date limite REER 2024, ben, c'est le 1er mars 2025. Euh, Même chose pour toutes les dates qui suivent avec les REER, tout ce qui est possible de faire avec les REER, fait que régime d'accès à la propriété, le remboursement pour 2024, c'est le 1er mars 2025 aussi. Pour l'encouragement à l'éducation permanente, qui était le premier Ah, sujet pas, dans pas, lequel pas on. trop vite, pas trop Oui. vite, parce que là, les gens. C'est bien. D'abord, c'est le bon tableau qu'on présente, ça c'est correct. Ah, OK, oui, parfait. Excuse-moi, c'est moi qui étais trop pressé, oui. Non, non, c'est normal, c'est correct. Donc, on a les dates ici, alors, parce que les Oui, gens voient ça. Wow, wow, wow. Hey. Fait que c'est ça. Le 1er mars, dans le fond, c'est la date limite. exact, Ça, exactement. c'est pour cotiser. Il y a des remboursements de 2024, régime d'accession à la propriété. Ça, c'est le RAP. Exactement. Ça, c'est quand quelqu'un va emprunter, en fait, va prendre les sommes de son REER, une partie, pour mettre une mise de fonds sur une maison. Après les 5 premières années, il faut commencer à rembourser à raison d'un 15e de la somme qui a été sortie. Fait que là, cette année, en 2024, ben, on a jusqu'au 1er mars pour rembourser le montant que la personne doit rembourser, dépendamment Ah, combien cette personne-là a décidé de prendre ouais. pour faire sa mise de fonds. Et donc, ça peut avoir des impacts fiscaux même pour les déclarations d'impôts des particuliers, j'imagine. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que le montant qu'on doit rembourser, ben ça compte pas comme une cotisation dans la nouvelle année. Tu sais, mettons, tu dois rembourser 2000, ben il faut que tu rembourses 2000. Mais si tu veux avoir une déduction fiscale, ben il faut que tu cotises 2000, ben il faut que tu remettes un autre 2000. Fait que c'est comme s'il fallait que tu mettes 4000 d'une certaine façon, parce que les deux premiers 1000, il n'y a aucun avantage fiscal dessus, parce que tu fais Hmm. juste rembourser ce que tu as sorti. Ah, c'est pas important. Donc, si vous avez des conseillers fiscaux ou des amis qui vous aident pour les impôts, ben, posez-leur des questions. Ça peut avoir des impacts très importants. Même chose, régime d'encouragement à l'éducation permanente. C'est pas le REE, ça, là. Non, c'est pas le régime enregistré d'épargne-études. Ça, c'est vraiment avec le REER, tu peux retirer un certain montant d'argent pour retourner à l'école. Puis, dans ce cas-ci, il y a un délai pour commencer à rembourser. Puis, ceux qui doivent le rembourser cette année, ben, ils ont jusqu'au 1er mars 2025 également. Donc, c'est pas mal la date. Et
Alors ça, c'est les REER. Je vais revenir sur les CD après. Bon, selon les Oui, taux marginaux d'impôt, on voit les tableaux. oui. Euh, ça inclut fédéral et provincial, les deux combinés ensemble. Exact. C'est bien C'est ça? pour ça qu'on appelle justement le taux marginal d'imposition qui combine, comme tu viens de le dire, fédéral et provincial. Ça, c'est en date de 2024. Le document n'est pas à jour encore. Ils vont le faire à jour pour 2025. La table d'impôt, elle n'a pas énormément changé. Peut-être un petit peu pour certaines braquettes de salaire, mais c'est pas des gros changements là, en 2025. Non. Mais ça donne une bonne idée de à quoi ça ressemble le taux d'imposition en fonction des tranches de revenus gagnés. Mais ça n'a pas d'allure. Et faut-il le rappeler aux gens, bien souvent, lorsque des gens ont des plateaux à 246 752, ils ont d'autres placements, ils ne paieront pas, ils vont baisser le taux d'imposition plus facilement que quelqu'un qui va être dans la braquette de 51 à 55 000. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'un revenu familial ici ou individuel ou des fois combiné? Ça dépend parce qu'il y a des clauses fiscales là-dessus encore. Exact. Ça peut être individuel, ça peut être combiné. Puis c'est important aussi de comprendre que la table d'imposition, c'est pas exemple. On va prendre l'exemple du 103 545, du 55 000 à 103 000. Si tu gagnes ce montant-là, c'est pas que tu es imposé à 100 36,12, c'est que là, ça va en escalier. Fait que Ah ah. les premiers 15 000, tu ne paieras pas d'impôt. Après ça, de 15 705 à 18 056, ces montants de l'or de gagnés-là, ben là, tu vas être imposé à 12,53. Après ça, les suivants à 26,53. Fait que, tu sais, ça va en escalier. Fait que c'est pour ça que les tables d'impôt, des fois, les gens, ils sont mêlés parce qu'ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Ça fonctionne Ouais. par strate. Plus que tu augmentes en salaire, plus que ton dernier dollar gagné va être imposé. Mais en tout cas, moi, on connaît mes opinions politiques là-dessus. Je serais pour enlever tout ça, là, garder juste une ligne, là, mais en tout cas, Maxime Bernier en a parlé de flat tax. Alors, une ligne that's all, puis on s'arrangera avec le reste. Donc voilà, et là, on arrive, ça, c'est une Ouais. croissance dans un régime à impôt différé après 10 ans. Et là, ça paraît drôle le terme, hein? Parce que ça, on parle bien d'un REER ici, là. Oui, Et voilà, parce qu'il faut comprendre que le REER, ce n'est pas une loterie. Parce que c'était vendu comme ça, des fois, ils disaient, ah, prends un REER, tu vas avoir un gros retour d'argent. oui. Mais dans le fond, c'est de l'impôt reporté. Et on présume que vous allez avoir moins d'argent dans le futur, c'est le fun. Parce qu'on vous dit, ben là, quand tu vas aller à ta retraite, tu vas être plus pauvre. Tu as travaillé toute ta vie, merci, mais après ça, à la retraite, on t'attend avec une brique à fanal, mais tu vas être plus pauvre, fait qu'on va moins t'imposer. Ça, c'est la logique à peu près. Oui. Puis à salaire que ça ne marche pas. Hey, c'est bon, ça, une citation. À salaire que ça ne marche pas, c'est certain. Mais parce que les salaires, on est limité, c'est normal d'individu, mais voilà. Alors, c'est de l'impôt reporté dans le futur. On prévoit que vous allez être plus pauvre dans le fond. Ben, qu'on vous dit, ben, vous allez. Mais là, tu as des taux de rendement de 3 et 5 je te laisse en parler de ça parce que moi, bon, c'est une situation, je trouve ça drôle Oui. d'avoir ces taux-là, mais c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, c'est à titre d'exemple, mais par exemple, tu sais, quand on parle d'impôt différé avec des dépôts mensuels, ben, tu sais, c'est à quoi ça va ressembler l'impôt différé dans 10 ans. C'est juste aussi important de quand on rencontre, par exemple, un client que lui, là, je vais donner un chiffre fictif, il gagne 70 000. Fait que lui, il gagne 70 000 toute sa carrière, il va arriver après 35 ans d'année de service, il va décider de prendre sa retraite. S'il a cotisé au REER une partie de sa carrière ou l'ensemble de sa carrière, ben, quand il va arriver à sa retraite, il va toucher sa rente de retraite, mettons qu'il est sur le REGOP. Ça va être 70 de son salaire gagné s'il a toutes ses années de service. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est quand il va toucher sa rente de retraite, ben, quand il va décaisser son REER, ben, il va le décaisser à un impôt inférieur. Tu sais, il va payer moins d'impôts parce qu'il va gagner moins d'argent rendu à la retraite, un peu comme tu expliquais. Fait que ça aussi, c'est des stratégies qu'on utilise parce que cotiser, c'est comme un report d'impôt dans le temps. Puis au moment du décaissement, ben, la personne à la retraite est censée d'être moins imposée. Fait qu'il dit moins imposé, ben, va faire une économie d'impôt dans le temps d'une certaine façon. C'est Fait que ça, ça. c'est toutes des stratégies qu'il faut regarder avec les clients. Est-ce que le REER, ça s'adresse à tout le monde? Absolument pas. Des fois, il y en a qui cotisent à des REER, puis Ah, il serait mieux de cotiser au CELI, tout ah, simplement. ben, t'es un peu, c'est important parce que c'est rare que j'entends ça. Tu peux répéter et explique-le pourquoi c'est pas pour tout le monde parce qu'on se fait marteler. Tout le monde prenait des réels, tout Ouais. le monde, on a entendu tellement d'experts dire ça.
c'est pour tout le monde les REER, prenez-en quelque chose. Puis moi, j'ai déjà vécu, je pense avoir une idée que c'est pas tout le temps effectivement pour tout le monde, mais vas-y, explique pourquoi c'est pas bon nécessairement automatiquement pour tout le monde. Oui, ben, je donne un exemple. Quelqu'un qui, je vais prendre les impôts 2025, les chiffres. Exemple, quelqu'un qui gagne 50 000. Il gagne 50 000 une partie de sa carrière constamment. Il n'y a pas nécessairement beaucoup d'augmentation de salaire. Ben 50 000, c'est un taux marginal d'imposition de 26,53. 40 000, c'est 26,53 également. 30 000 aussi, 20 000 aussi. Là, c'est pas encore à jour là, avec ce tableau-là. Mais Ça tout ça donne une pour. idée, ouais. C'est C'est ça. ça, exact. Fait que tout ça pour dire que quelqu'un qui gagne 50 000 et qui cotise des montants dans ses REER, ben, il reporte un impôt qui ne changera pas nécessairement à sa retraite parce que là, il va être imposé à 26,53. À sa retraite, s'il gagne 50 000 toute sa carrière, peut-être qu'à sa retraite, il va gagner entre 30 et 40 000. Fait que là, il va décaisser un impôt qu'il a reporté au même taux d'imposition marginale. Fait que, tu sais, d'une certaine façon, il n'a pas fait d'économie d'impôt, il a juste mis de l'argent de côté dans un REER, il va le décaisser au même montant. Dans ces cas-là, le client, il aurait dû juste cotiser dans ses CELI, c'est libre d'impôt. Il n'y aurait aucune pénalité fiscale rendue à la retraite. Fait que, tu sais, c'est un exemple peut-être un peu vague, pas nécessairement précis, mais c'est juste pour dire qu'en fonction du revenu que tu gagnes, tu n'es pas nécessairement gagnant de mettre ça dans tes REER parce que de toute façon, tu vas payer de l'impôt éventuellement en le retirant à la retraite. Eh bien voilà, ça c'est une grosse précision importante parce que tout le monde se fait croire que c'est la solution, tout ça. David, commentaire, j'ai sorti mon REER quand j'étais en congé parental. Première braquette d'impôt, garder tout l'argent. 3 semaines plus tard, j'ai tout remis en REER, différentiel de 13 C'est une stratégie et David, Oui. en plus, c'est au Nouveau-Brunswick dans son cas. Oui, c'est ça, tu sais, ça dépend vraiment du cas par cas. Aussi, quand on a des enfants, ben, il y a les fameuses allocations familiales. Fait que cotiser au REER, ça réduit le revenu familial. Qu'est-ce qui fait que ça, qu'est-ce qui arrive quand on réduit le revenu familial? Ben, on augmente les allocations parce que le revenu familial diminue. Fait que, tu sais, il y a Ah, plein ben de oui. stratégies comme ça. Des fois, quand les gens ont des jeunes enfants, on leur dit priorisez vos REER, éventuellement switcher au CELI, prioriser le fameux REA aussi avec vos REER, puis éventuellement, quand vos enfants seront plus vieux, on maximise les CELI. C'est souvent des stratégies qu'on fait. Également, ben, les gens souvent sont beaucoup biaisés par le fameux retour d'impôt. Les gens ils se disent, je suis mieux de mettre dans le REER parce que j'ai un retour d'impôt. Ouais. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est plus payant de faire ça à cause du fameux retour d'impôt. C'est beaucoup de choses là, à regarder, là. Ouais, il y a eu des prédictions de gens que j'ai déjà vécu. C'est prends derrière, puis ça va autofinancer ton prêt, tu vas tout rembourser. Tu te rends compte que finalement, ben, comme tu as dit, le taux d'imposition étant plus bas, tu n'as pas eu de retour escompté. Fait que t'es Ouais. dans le trou. Tant qu'à moi, le REER, c'est de la cosse pour enflouer les coffres des banques et du gouvernement. Et si les gouvernements géraient mieux ça, effectivement, ça serait un petit peu différent. Ça, on le comprend, nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc, tu as parlé une couple d'occasions. Donc, le CELI. Parce Oui, que là, limite annuelle de CELI. D'abord, c'est oui, quoi un CELI? Parce que, point important sur le REER, vous devez connaître ça. Cotisation maximale de 2024, 31 560. oui. Alors, la limite de cotisation, et ça, c'est intéressant, c'est que même si tu fais un gros salaire, tu ne peux pas cotiser plus que 31 560 annuels. Oui, exactement. Et c'est topé ça aussi, là, les nerfs. Vous n'êtes pas commencé à économiser plus, là? Non, exactement. C'est 31 560. Ça, c'est en 2024. 2025, probablement que ça va peut-être augmenter un petit peu. Mais c'est toujours 18 du revenu gagné. Mais quelqu'un que son 18 parce que pour X raison, il gagne un salaire assez élevé, puis que son 18 correspond à, je ne sais pas, 45 000, ben, il ne pourra pas mettre 45 000, il va falloir qu'il mette 31 560. Il ne pourra pas Mm. mettre plus. Ouais. Évidemment, ben, parce que si tu gagnes 400 000, 500 000, ton 18 ben, il va te faire dropper d'impôts pas mal, là. Fait que, tu sais, c'est sûr aussi que c'est pas ça d'une certaine façon que les gouvernements veulent. Fait que c'est sûr pour ça qu'ils vont topper également, là. Ben oui, hein, c'est ça. C'est surtout pas l'autonomie. Marie-Claude m'a eu une dernière question sur le REER. Est-ce bon de cotiser au RVER à ton emploi? Mais je pense que c'est obligatoire. Si un employeur a le RVER, moi je me trompe, tu es comme obligé de cotiser, là.
Oui, ben en fait, c'est le RVR, oui. Ben, tu peux essayer de cotiser. Souvent, il y a un montant, ça dépend de chaque employeur. Des fois, tu mets un montant, puis là, l'employeur met le double ou ça dépend de chaque employeur. Je ne sais pas dans le cas précis de cette personne-là, c'est Oui, quoi. évidemment. Chaque cas est différent. Mais souvent, oui, puis dépendamment, je pense que c'est, à moins que je me trompe, là, peut-être que quelqu'un le sait, je pense qu'à partir de 12 employés dans une compagnie, l'employeur est obligé d'offrir Ouais. un régime Mm. d'épargne. Ben, c'est ça, c'est pas obligatoire, mais l'employeur, lui, il est obligé de l'avoir parce qu'il y avait un nombre d'employés. Je me souviens de ce débat-là, Oui, je exact, trouvais ça exact. absurde. Mais par contre, à savoir si c'est bon ou pas, ben là, ça dépend dans le fond, parce que si un employeur offre un RVR, de toute façon, ça se peut qu'il fasse affaire avec Alexandre Beneva, peu importe, pour offrir un portefeuille collectif, de REER Oui, collectif. Tu sais. Alors, exact. des grosses compagnies ont déjà ça, des portefeuilles. Donc, oui, ça peut être très avantageux parce que, comme Alexandre le dit, c'est que si tu dis, bon, ben, à chaque paye, je prends 3 de mon salaire, puis je l'envoie dans un REER, puis l'employeur dit, ben, si tu mets 3 je mets 3 ben, ça fait 6 c'est avantageux. Chaque compagnie est différente. Là. Exact. Puis quand la personne quitte son emploi, ben, c'est déjà arrivé avec quelques clients. Des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère ce que la personne a cotisé. Fait qu'il y a une partie qui va en REER, il y a une partie qui va en CRI, en compte de retraite immobilisé. Fait que Ouais. tu sais, c'est pas de l'argent qui est perdu. Puis surtout si l'employeur bonifie ce que toi tu mets, tu sais, pourquoi pas? Ben oui, c'est ça. Donc, informez-vous comme il faut. Normalement, ils sont supposés vous informer clairement. Euh, limite annuelle de CELI. Ah, on arrive au fameux CELI. D'abord, on revient, c'est quoi un CELI? Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas trop c'est quoi, comment ça marche, puis ils pensent que parce que tu trouves un CELI, tu as des gros rendements automatiques. Alors, vas-y. OK. Ben, en fait, le CELI, ben, dans l'acronyme, c'est CELI, c'est compte épargne libre d'impôt. En fait, ce qui est pratique avec le CELI, c'est que tout l'argent que tu mets à l'intérieur, c'est libre d'impôt. L'intérêt que tu fais, c'est libre d'impôt. Puis tout l'argent que tu retires est libre d'impôt également. Fait que c'est comme un peu. Moi, je dis souvent ça à mes clients, ça les fait rire. Je leur dis que c'est comme un paradis fiscal légal, là, d'une certaine façon. Tu peux mettre de l'argent libre d'impôt. C'est comme un peu un compte suisse, entre guillemets, là, que j'appelle. C'est juste pour expliquer un petit peu les avantages. Ça, c'est très pratique parce que Oui. tout l'argent que tu mets, exemple, tu mets ton 95 000 parce qu'en 2024, quelqu'un qui n'avait jamais cotisé puis qui avait 18 ans en 2009, ben, il pouvait mettre jusqu'à 95 000. Fait que si jamais tu mets 95 000, tu retires 95 000, ben, l'année suivante, tu peux tout remettre ce que tu as retiré. Tu sais, c'est cumulatif, puis c'est toujours, tes droits ne sont jamais perdus. Comme là, en 2025, ça a changé un petit peu. 2025, on peut mettre 7 000 encore. Fait que là, quelqu'un qui avait 18 ans en 2009 pourrait cotiser jusqu'à 102 000 cette année. Et voilà. Donc, c'est ça. Et chaque année, il y a un plafond. Et il faut dire qu'on peut avoir 10 comptes scellés ouverts. L'important, c'est que le total ne dépasse pas le montant annuel et ou cumulatif. Exactement. OK. Tu peux avoir 7 CELI différents. Si ça ne dépasse pas le montant cumulatif que tu as droit, ben tu peux en avoir plusieurs. Il n'y a pas de problème avec ça. Évidemment, avoir 7 CELI différents, c'est peut-être pas nécessairement Bon, la meilleure idée, mais tu as le droit de le faire, il n'y a aucun problème. c'est ça. Pour expliquer que ce n'est pas attaché à une institution financière seulement. Donc, c'est pas une question c'est pas un coffre-fort, ça, là. Alors, Exact. 5 bonnes raisons. Donc, l'argent épargné peut être retiré n'importe quand, par n'importe quel projet. Ça, c'est avantageux, effectivement. Je vais Oui, l'agrandir ici. oui. Voilà, donc, ça c'est bon. Pour des imprévus, sans qu'il soit imposé, le CELI est sans impact sur le montant maximal du REER, permet d'épargner à l'abri de l'impôt. Tu sais, c'est vraiment, comme tu dis, un petit coffre-fort suisse virtuel. Exact. Reporter et accumuler vos droits de cotisation inutilisés d'une année à l'autre. Le CELI, d'une façon simple, d'économiser, d'épargner. Épargner, c'est jamais mauvais, là, tu sais. Non, puis tu sais, on peut toujours utiliser. Puis le CELI, moi, je trouve que moi, j'appelle ça un vase communicant parce que c'est comme la base de ton CELI, il est libre d'impôt. S'il y a une année, tu gagnes plus d'argent que prévu, ben, tu peux toujours retirer un montant, le cotiser dans ton REER pour diminuer ton revenu imposable. Le retour d'impôt que tu auras, tu peux le recotiser dans ton CELI. Tu sais, il y a beaucoup, on peut faire beaucoup de choses avec ça.
Tu peux retirer de ton CELI pour cotiser. Là, je ne veux pas m'embarquer dans l'autre véhicule de placement, là, le fameux CELIAP, mais tu peux retirer de ton CELI, cotiser dans ton CELIAP aussi. Le CELI est très, très flexible. Tu sais, tu peux le sortir, le remettre comme tu veux, puis tu peux l'investir dans d'autres véhicules de placement aussi, là. Et question, il arrive quoi si tu dépasses le montant annuel? En fait, si je ne me trompe pas, tu peux dépasser jusqu'à 2000. 2000, ils vont le tolérer. OK. Mais après ça, quand tu dépasses le 2000 de lousse, comme on peut dire, ben là, tu es imposé mensuellement. C'est un impôt mensuel sur le sol que tu dépasses. Fait que si je ne me trompe pas, il me semble que c'est, je vais juste regarder, là, vite, Ouais, vite, le frais de dépassement, là, CELI. ouais. Il me semble que c'est 1% par mois, c'est ça. Fait que ça va vite. C'est quelqu'un qui dépasse, là, c'est 1% par mois pour l'excédent. Fait que quelqu'un, Et exemple, qui gagne, que mettons, qui a topé son 102 000 cette année, il est rendu à 103 000, ben là, il va payer 1% par mois. Fait qu'annuellement, c'est 12%, là. Fait que, tu sais, mmh. c'est faire attention, là. Et je comprends pas, on ne paye jamais d'impôt quand on place et retire dans un CELI. Ça, c'est la question. En fait, il y a une petite nuance là-dessus, mais ça complète avec la question de Daniel Turcotte qui met le Oui, commentaire de Daniel Turcotte. Donc, d'abord, on ne paye jamais d'impôt quand on place. Ben, en fait, c'est que vous avez déjà payé. Quand on dépose dans un CELI, c'est qu'on a déjà payé les impôts. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est notre argent net qui a été nettoyé par le gouvernement. exact. Qu'on place là-dedans. Et je ne comprends pas, mais on paye, quand on place et retire dans un CELI, on ne paye plus d'impôt. Donc, si tu fais, exemple, un placement, un chiffron de 1000 pièces puis il devient 3000, si tu retires de 3000, tu n'es pas imposé sur le 2000 excédent, c'est tout. Exact. Exactement. Tu mets, je sais pas, c'est un cas qui ne m'est jamais arrivé, là, mais quelqu'un qui a 80 000 dans son CELI, il a fait 20% de rendement tout au long qu'il avait son 80 000. Il retire la totalité. C'est dans son compte chèque. C'est à lui. Il peut faire ce qu'il veut. Aucune incidence fiscale. C'est ça. Et Stéphane Desrochers qui a une question, puis je vais pouvoir en rajouter aussi. Vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire. Quel est le taux de rendement d'un CELI et quels sont les désavantages? Ben voilà, ça, c'est la question. C'est ça, les gens confondent que le CELI, un CELI n'a pas de taux de rendement à proprement parler. Exact. En fait, ça dépend du fonds d'investissement dans lequel on investit ça. Il y a de tout. C'est comme que ce soit le REER ou le CELI, ça peut offrir les mêmes fonds d'investissement. Ça peut être avec des comptes intérêts garantis, des fameux CPG là, dans les institutions financières. Il y en a qui mettent ça là-dedans. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais il y en a qui Ils mettent n'ont ça dans pas, ils des ont pas un actions gros rendement, mondiales. les CPG canadiens, ces temps-ci, je pense, hein? Non, non, pas du tout. Puis moi, je conseille toujours aux gens de mettre ça dans des fonds d'investissement, que ce soit en revenus diversifiés, en actions mondiales, en, en obligations. Tu sais, c'est tant que le montant est investi, le rendement peut varier énormément, mais moi, je conseille toujours aux gens de l'investir dans les marchés boursiers. Encore une fois, il y a plusieurs stratégies. C'est une stratégie d'avoir le CELI, mais il y a aussi une stratégie dans laquelle on met ça dans un portefeuille en fonction de la réalité du client. Fait que, tu sais, le rendement, ça dépend. Ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on fait là, pour la suite des choses quand on se rencontre et on en discute, là. C'est ça. Et on rappelle que, tu sais, même pas Jérôme, pas tout à fait, c'est un compte d'épargne, mais placement, mais le taux de rendement est plus élevé. Encore là, c'est que le taux de rendement, c'est vous qui le déterminez. Et toutes les institutions financières, y compris, pas juste les banques, assurances, peu importe, ils ont tous des véhicules financiers différents. Alors, informez-vous ça là-dessus. Donc, à partir de quel âge le CELI? 18 ans ou un jeune de 14 ans peut-tu ouvrir un CELI? Malheureusement, non. C'est à partir de 18 ans. Comme un jeune qui veut sortir d'un bar, c'est à 18 ans. Celui aussi, c'est 18 ans. Par contre, le REER, dès qu'il y a un revenu d'emploi gagné, là, par exemple, on peut cotiser. Fait que, mais je vous donne un exemple. Moi, quand j'avais 15 ans, je travaillais dans un restaurant. Fait que j'avais le droit de cotiser dans un REER parce que je gagnais un revenu d'emploi à 15 ans. Par contre, le CELI, il a fallu que j'attende à 18 ans. Voilà, et tant que c'est pas le rendement de Lyon, effectivement. Mais Alexandre n'est pas non, c'est pas le genre de choses qui ça l'intéresse Non, pas. non, non. On n'a pas ce type de fonds d'investissement-là. Nous, on est partenaire Ah. de sociétés de fonds, de compagnies de fonds, puis on a des sociétés de fonds dans tout type d'investissement à la bourse, là. Ça peut être des actions mondiales, revenus diversifiés. Là, on en a plein, là. Exemple, c'est ça. Et Steve, ben, je complète, un CELI peut contenir un fonds d'action et suivre la bourse. Et c'est exactement ce que j'ai personnellement depuis des années. Tu peux avoir des fonds d'action toi-même
tu es à la bourse lié au CELI. Et exemple, tu places 100 pièces d'une action, pas Lyon Électrique, évidemment, mais 100 pièces d'une action de mine, mettons, puis d'un coup, elle monte à 1000 pièces, ben, tu vends, puis le 900 $, il n'est pas imposé. Puis il est à toi. Alors, Exactement. ça peut être très avantageux si vous êtes à la bourse. Vous pouvez jumeler un CELI avec votre portefeuille de courtage. Informez-vous si ce n'est pas ça. Exactement. Et l'inflation, ben c'est ça. CELI autodirigé, c'est une autre. Ça, faut connaître ça. Les autodirigés, pour expliquer aux gens c'est quoi, c'est la personne qui gère ça elle-même. Donc, c'est d'autres choses. Vous n'êtes pas habitué, mais ceux qui sont habitués, c'est parfait. Tant que je bats l'inflation de 2-3 %, ça me va. Je suis à 7-10 % annuel depuis 3 ans. C'est très bon. Exact. Tant qu'une personne, c'est ça qui arrive aussi, les fameux CPG dans les institutions financières, il faut s'assurer que le rendement net du CPG, une fois que l'échéance est venue à terme, ben est-ce qu'on est au-dessus de l'inflation? Parce que le but dans des placements, c'est de battre l'augmentation du coût de la vie. Si on ne bat pas l'augmentation du coût de la vie, ben on s'appauvrit. C'est ça un petit peu la game, c'est d'avoir des placements qui nous permettent de faire un bon taux d'intérêt pour battre le coût de la vie. Et c'est pour ça qu'emprunter pour des REER, qui est une stratégie qui a été préconisée à l'occasion, c'est pas nécessairement tout le temps bon parce qu'il faut que tu rembourses ton prêt vite, sinon tu te fais manger. Ça marche pas. Exact. Faut être prudent avec ça parce que ça, on embarque un petit peu dans de la spéculation, un petit peu. On emprunte, on place, puis on espère que ça va donner le résultat escompté. Puis on peut jamais garantir que c'est ça qui va arriver. Fait que ça, c'est un pensez-y bien. C'est pas mauvais, il y en a des fois qui arrivent pas loin de la retraite, ils n'ont pas beaucoup de REER. Fait qu'ils se disent, ça serait peut-être temps que j'en mette un petit peu de côté. Fait que c'est une belle opportunité pour ces gens-là. Mais quelqu'un qui a le temps devant lui, je disais, faites des prélèvements automatiques. C'est la meilleure façon là, de s'enrichir sur les années à venir. Ouais, les prélèvements automatiques avec vos salaires, quand vous êtes à salaire. À salaire, vous n'avez pas beaucoup d'options. Alors, il y a très, 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 très peu. C'est limité, mais quand vous en avez un petit peu, c'est en profiter ou voir d'autres choses pour étendre les revenus, faire dépasser le revenu du salaire, parce que le salaire net, effectivement, ça peut être après qu'il est passé dans la blanchisserie de l'UQAM, ça, c'est d'autres choses. Dernier point, un peu, on a parlé un peu, c'est souvent demandé, on commence à tomber en période de renouvellement hypothécaire, puis les maisons, lui arrive tout ça. Les assurances hypothécaires bancaires. Là, tu prends une hypothèque, la banque te dit, hey, ça prend une assurance. Tu roules une marge, ça te prend une assurance là-dessus. Et là, tu te ramasses avec 3, 4, 5 assurances que tu payes par mois selon ce que tu as dedans. Qu'est-ce que ce système-là, c'est quoi les options ou comment faire? Y a-t-il d'autres choses qui marchent ou pas ou qu'on peut faire? Oui, en fait, il y a toujours possibilité quand on prend un prêt hypothécaire, souvent la banque va dire, nous, on vous offre l'assurance vie, puis on vous offre l'invalidité, maladie, tout ça. C'est une façon de faire. Par contre, moi, quand quelqu'un est en bonne santé, quand quelqu'un n'a pas de problématique à pouvoir faire une demande dans une compagnie privée, je dis toujours, prends ton assurance hypothécaire avec une compagnie privée. Puis que ce soit Beneva ou que ce soit n'importe quelle autre compagnie, vous êtes plus gagnant d'aller chercher ça dans une compagnie privée pour protéger votre prêt hypothécaire que de prendre ça directement avec la banque. Puis ça, c'est pas je parle en mal des banques, c'est pas rien de ça, c'est que c'est un fait, c'est réel, c'est authentique, c'est une réalité. C'est ça. Et je à dire, ben oui, vous voyez Beneva, alors Alexandre travaille avec Beneva, mais vous pouvez aller voir n'importe qui d'autre, il n'y a pas de problème, mais si vous cherchez un conseiller financier, il est formé, puis il prend le temps surtout, ce qui est toujours important dans ces choses-là, c'est vos besoins, votre situation à vous, parce que ce qui explique, c'est général, mais ça s'applique en gros à tout le monde, mais chaque groupe de personnes, famille, a des particularités. Puis, il y a 2 points que je viens de voir. Les intérêts faits dans un CELI s'ajoutent-ils au montant du CELI? Ah, ben, je pense pas. Non, c'est indépendant. En fait, l'exemple 102 000 en 2025, c'est des cotisations que tu fais. C'est ce que tu places. C'est ce que tu places de ta poche à toi, pas l'intérêt qui est ajouté. Fait que ça, c'est un bonus en plus. Si tu cotises 105 000, j'ai dit 105 000, 102 000, puis tu fais 20 d'intérêt, ben c'est pas considéré comme tu le dépasses parce que c'est de l'intérêt dans le placement. C'est ça. Exemple, tu achètes 150 $ d'actions de marijuana, puis c'est dans un CELI, puis l'action monte à 1000 $, tu sors ça. Ben, ce que tu as fait comme gain, c'est 0 d'impôt là-dessus, c'est à toi. Alors, voilà. Et encore là, le CELI, vous devez comprendre, c'est un container vide, c'est vous qui mettez. Et on m'amène à rire la FTQ.
La FTQ, oui. Le REER de la FTQ. Il y a un petit inconvénient, lui, le REER de la FTQ. Oui, ben en fait, c'est pas. Moi, personnellement, je le recommande dépendamment de c'est quoi la situation du client, est-ce qu'il est proche de la retraite, dépendamment, il est rendu où. C'est vrai que la FTQ, dépendamment de ce que tu prends, ça peut le bonifier, le fameux double. Par contre, c'est que là, c'est un petit peu différent. C'est que c'est le FTQ, ce qui arrive, c'est que c'est un fonds québécois. Fait qu'exemple, que tu prends ce qu'on appelle l'épargne fiscale immédiate, tu peux mettre jusqu'à 5 000. Puis Voilà. le 5 000, ben, il coûte moins cher que 5 000 réellement parce que là, tu as la déduction directement sur tes payes, puis tu es bonifié à 30 de crédit d'impôt. Mm. Fait que c'est vrai, c'est un beau cadeau. Ça peut être avantageux. Dépendamment des situations, tu as ton 5 000, mais il y en a des fois, 5 000, ce n'est pas suffisant. Fait qu'ils mettent le maximum dans l'FTQ, puis ils cotisent dans un autre REER en plus pour diminuer un peu plus leur imposition. Je ne suis pas du tout contre le FTQ. Il y a beaucoup de gens, des conseillers qui ne recommandent pas ça, qui disent que c'est un fonds risqué, que c'est beaucoup de choses. C'est pas mauvais en soi. Par contre, il faut être prudent parce que c'est quand même un fonds qui est considéré à risque parce que c'est investi dans des PME québécoises. Puis les PME québécoises, ben, on peut, vous faisiez des jokes sur Lyon Électrique tantôt et tout. Là. Les PME québécoises, c'est pas toujours des succès. Là. Ben, c'est sûr que c'est pas tous des blue chips pour l'instant, comme on disait dans le temps, des compagnies stables, mais il y a ceux qui sont stables, tant mieux, on en profite. Donc, c'est ça le topo. Donc, ça fait pas mal de tours. Donc, si vous voulez contacter Alexandre, j'ai mis les liens ici. Alors, vous les avez dans la description aussi en même temps. N'hésitez pas à le contacter. Puis, comme je dis, vous êtes libre d'aller partout, là, pas de problème, là, tu sais. Les banques, le cash, avec l'argent cash, ça demande en communauté. Les banques, tu enrichis, les riches. Bref, on va voir. La FTQ aussi, on ne peut pas le retirer en bas de 65 ans non plus. Exactement. Il y a beaucoup de barèmes pour le retirer. Fait que, quelqu'un qui met ça, il faut s'assurer que tu n'en aies pas de besoin parce que tu ne pourras pas le retirer. Exactement. Alors voilà. Donc, merci beaucoup, Alexandre, de ta présence. Alors, je pense que ça éclaire un peu plus les gens. S'il y en a qui pensent à faire ça. Donc, n'hésitez pas à contacter Alexandre, puis il va vous poser des questions si ça vous tente, parce que c'est toujours lié à votre profil, à vous, de toute façon. Ça ne sera pas mon profil, ce ne sera pas son profil, c'est le vôtre qui compte. C'est vous qui comptez là-dedans. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation, Néal. C'est toujours le fun de venir discuter. Puis écoute, on se tient au courant. Merci beaucoup, Alexandre. Bonne journée. Bonne journée, tout le monde. Bye bye. Alors, c'était Alexandre Richard. Alors, c'est un conseiller financier, un vrai. Puis, c'est un choix, puis vous avez bien d'autres options. Il n'y a pas de problème, pas de stress. Puis, il y a une bonne approche, pragmatique. Pas dans les lubies. Lyon, il n'y a pas de Lyon là-dedans. Dans ces choses. Donc, il va venir nous parler après ça. Donc, c'est des chroniques financières qu'on va avoir une fois de temps en temps. Et lui, c'est un vrai conseiller financier, donc il a le droit de donner des avis. Hein, comme ça, ils ne pourront pas dire ah, Daniel, non, c'est un vrai conseiller, il a son numéro de permis, Alexandre, puis il est formé en bonne et due forme parce qu'on a des formations là-dessus. Donc, ça évite d'avoir n'importe quoi. Aussi, puis il y en a des arnaqueurs qui en profitent. On ne veut pas revivre non plus des Vincent Lacroix, mais toujours est-il que c'est toujours basé sur votre connaissance actuelle aussi, vos revenus, votre situation à vous. Alors, Jérôme, les assurances sont plus coûteuses que les banques, sont différentes. Ce n'est pas le même service. Ce n'est pas les mêmes services du tout. Ils ont des gros portefeuilles de capitalisation, mais rappelez-vous, ça fonctionne quand même bien parce que Christine Lagarde, la voleuse là, du FMI, elle, en 2019, elle voulait voler l'argent de capitalisation. Elle avait suggéré de voler l'argent de capitalisation, justement, des compagnies d'assurance vie pour la redistribuer aux pauvres. Avec une petite cote en passant pour eux autres. Alors, c'est des systèmes, au Québec, au Canada, on a quand même des systèmes assez normés, mais corrects. C'est pas ça qui va vous sortir de tous les problèmes, pas du tout, c'est pas ça qu'on dit. Mais il y a d'autres solutions. Mais si quand vous avez un salaire net qui a été nettoyé par les fonds envoyés en Ukraine, ben ce qui en reste, il en reste moins pour vous autres. Et vous avez vu les braquettes d'impôts, le jeu n'est pas gros. Alors ça, il faut penser à avoir d'autres choses. Au Québec, avoir des entreprises quand même autonomes, personnelles ou incorporées, peu importe la forme, c'est quand même plus avantageux que d'être juste syndiqué, salarié. Ben, salarié.